Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Datonaut, les mondes de la data. Dans ce nouveau rappel des fondamentaux, on va parler de la visualisation des données. D'abord, quelques définitions, on va parler de l'importance de la visualisation des données et des objectifs qu'on se donne. Qu'est-ce que la data visualisation? C'est l'art de représenter visuellement les données pour extraire des informations significatives, ce qui va rendre les données complexes, compréhensibles et accessibles. Quelle importance? Ça va être la capacité à interpréter et à communiquer via une visualisation qui va être ici cruciale. Ça va nous permettre de repérer des tendances, des schémas, des insights difficilement discernables dans des données brutes. On peut voir à droite un exemple d'un dashboard, en français d'un tableau de bord, dans lequel on va avoir différents graphiques qui vont représenter différents KPI et qui vont permettre à notre client de prendre des décisions stratégiques. Trois règles d'or de la data visualisation. Tout d'abord, la simplicité. Il y a un concept qui vient de la création artistique, même du marketing et du design, c'est la simplicité au sens less is more, moins on en met, mieux c'est. Pourquoi? Car l'attention humaine est linéaire. Il ne faut pas surcharger l'esprit du client et donc il faut présenter et sélectionner les KPI et les graphiques qui vont avec, les plus importants dans le cadre de la stratégie définie de prime abord. Donc il faudra ici éliminer tout superflu, toute surcharge d'informations. En termes de clarté, il faut éviter toute ambiguïté. Donc, si on utilise, on le verra par la suite, des codes couleurs spécifiques, il ne faut pas changer de code couleur d'un graphique à un autre. Il faut avoir des graphiques compréhensibles, bien titrés, bien annotés, etc. En termes de contextualisation, c'est vraiment ce qui prime ici, c'est la contextualisation du graphique, c'est donner du sens aux données, dans quel contexte elles ont été établies, développer sa culture de la donnée, comprendre l'environnement des données et de la thématique développée. Quels sont les types de visualisation? Il y a évidemment les tableaux, on utilise très souvent les tableaux sur Excel ou sur Google Sheet. Les graphiques sont évidemment très importants. Il y a dans les deux cas des forces et des faiblesses pour les graphiques et pour les tableaux. Les graphiques permettent de déceler des tendances générales. En termes d'avantages, ça donne très rapidement une clarté visuelle, ça transmet l'information rapidement, ça permet de comparer très rapidement les données en un seul coup d'œil et identifier les tendances avec une mise en évidence des modèles et des variations. Ça peut être problématique si on simplifie de façon excessive, on risque de perdre de l'information qu'on ne perd pas sur un tableau. Il y a une possibilité de distordre la réalité avec un choix inapproprié de l'échelle qui peut induire une erreur et des problèmes d'interprétation subjective. Les lecteurs peuvent interpréter différemment un même graphique. Les tableaux permettent de comparer des cas particuliers. On va avoir une précision des données avec un affichage détaillé des valeurs exactes, une organisation structurelle, en ligne et en colonne, une facilité de comparer un cas avec un autre. Par contre, il y a évidemment un manque évident de visualisation, c'est difficile à comparer directement. On va avoir une surcharge d'informations, un tableau peut être très lourd et confus à lire dans un premier temps, et l'interprétation plus lente parce qu'on va comparer au graphique, ça peut nécessiter plus de temps pour extraire des informations. Quelles sont les questions à se poser pour chaque différent type de graphique? La question, tout d'abord, est-ce qu'on souhaite comparer? Est-ce qu'on veut comparer des valeurs entre catégories ou dans le temps? Par exemple, utiliser un graphique en barre ou des lignes. Est-ce qu'on souhaite connaître la distribution de nos données? Comment est la répartition de nos différentes données? Peut-être cette fois-ci utiliser un histogramme ou une boîte à moustaches. En termes de relations, est-ce qu'on veut visualiser des liens ou des corrélations entre variables? On va pourquoi pas utiliser un nuage de points ou des graphiques en bulles. En termes de composition, est-ce qu'on souhaite afficher la part de chaque élément dans un tout? Pourquoi pas utiliser un camembert, un trimap ou des barres empilées? Alors, le graphique qu'on voit ici, c'est justement, alors c'est un peu petit donc je vais le lire. Donc on peut se poser, c'est ce qu'on s'est dit, faire des comparaisons, s'intéresser à la distribution. Et en fonction de ceci, on va avoir différents types de graphiques. Je vous laisserai faire pause justement pour pouvoir regarder. On va faire un petit exemple. Si on souhaite mesurer ici la relation entre deux variables, on va pourquoi pas ici utiliser ce qu'on appelle un scatterplot, un nuage de points. On peut faire un autre exemple ici, si on veut faire une comparaison entre des catégories, donc entre différents éléments, on peut remonter ici le graphique. Si on a une seule variable, on va utiliser pourquoi pas un bar plot horizontal, donc un graphique en barre, ou un bar plot vertical. Il y a différentes possibilités, mais le plus important, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on ne choisit pas un graphique au hasard,
il faut se poser la question qu'est-ce qu'on souhaite faire en tant que data analyst. C'est un rappel évidemment pour pouvoir choisir le bon graphique. Alors, on va parler justement un peu plus de ces différents types de graphiques. Je vous en propose 6 de base qui sont les plus importants, il y en a plein d'autres, que je vous recommande pour toute analyse. C'est un point de vue ici évidemment que je développe personnel. Il y a tout d'abord le scatterplot, on parle aussi de nuage de points. Ça permet d'analyser la corrélation ou la répartition de données bivariées. Ça permet d'identifier rapidement les tendances entre les données. Par contre, ça peut être difficile à interpréter avec un grand nombre de points. On peut utiliser le line plot, donc le graphique en ligne. Ça permet de suivre la variation d'une variable sur une échelle continue. Ça donne une représentation visuelle fluide des changements au fil du temps, mais ça peut ne pas être idéal pour représenter justement des données discrètes. On peut utiliser le graphique en barre, ça permet de comparer des catégories ou des groupes, ça facilite la comparaison directe des valeurs entre catégories, mais ça peut devenir confus avec un grand nombre de catégories. Il y a ensuite l'histogramme. Alors, l'histogramme et le barplot se ressemblent. On va juste parler très rapidement de la différence entre le barplot et l'histogramme. Il y en a un où les barres, et vous allez voir à chaque fois qu'il y a les barres, il y a un trou entre chaque barre. L'histogramme est continu et les deux ne servent pas exactement la même chose. L'un, c'est le plus important si vous voulez prendre des notes si vous avez oublié. Le barplot permet de comparer des catégories entre elles, qui sont donc des données par définition discontinues, alors que l'histogramme permet de s'intéresser à la distribution et la répartition des données pour identifier des tendances. Et donc là, ici, les données sont continues. Par exemple, ici, si on parle de poids, on veut connaître la répartition du poids des Français au sein de la population. On va avoir le poids est une donnée continue, donc on peut faire 90 kg, 91, 91,5, etc. Et donc à partir de là, on va plutôt utiliser un histogramme pour voir quelle est la distribution du poids des Français. L'histogramme va permettre d'offrir une vue immédiate et visuelle de la distribution, justement, c'est le but de l'histogramme. C'est sensible au choix de la largeur des classes, donc en fait, on va pouvoir modifier la taille des classes, on parle aussi de bins, ce qui peut influencer évidemment la perception de la distribution. Il y a un outil qui est un peu plus technique, dont on parlera très souvent, qui est très intéressant et très puissant. Alors c'est un outil qui est plus, pour rappel, en lien avec l'analyse d'un data analyst professionnel. Un client peut ne pas comprendre, mais avec un peu de vulgarisation, on peut quand même présenter ce type de graphique. Qu'est-ce que fait la boxplot? En français, c'est la fameuse boîte à moustaches. Ça permet d'analyser la dispersion statistique, les tendances centrales et la présence des valeurs aberrantes dans un ensemble de données. Ça offre une vue synthétique de la distribution et met en évidence les points extrêmes. On peut avoir des infos incomplètes par rapport à d'autres types de graphiques et des outils très techniques. Il y a enfin la heatmap. Donc la heatmap, c'est l'identification de corrélations ou de variations temporelles dans un ensemble de données complexes. Ça facilite la visualisation rapide des tendances et des modèles dans des ensembles de données très denses. Par contre, on peut avoir un risque de surcharge visuelle avec des ensembles de données très volumineux, ce qui peut rendre parfois difficile la lecture précise. Il faut penser à l'orientation du graphique. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un bar plot horizontal. Vous voyez celui qui est à gauche pour le temps. Quand vous voulez représenter, par exemple, des données temporelles, utilisez justement parce que le sens de lecture du temps, on lit de façon horizontale quand on écrit, ça va de gauche à droite. Et je vous propose d'utiliser des bar plots verticaux, comme on peut voir sur la droite, quand on veut comparer des catégories entre elles, par exemple, si on veut comparer des différents pays, différentes professions, etc. Pourquoi je vous dis ça? On va le voir par la suite, parce que ça peut être des erreurs classiques. Si on ne le fait pas, vous allez voir que des fois, les graphiques, le texte est écrit tout en bas de façon diagonale. Et donc, il faut penser, justement, on va en parler par la suite, au confort de lecture. Si je dois tourner ma tête un peu vers le bas pour lire le texte, ça va créer un inconfort de lecture. Et donc, ça va être plus difficile à accéder à l'information. Alors, le plus important quand on fait de la visualisation de la donnée, c'est vraiment de se mettre dans la tête du client et de se poser la question que souhaite voir, euh, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui intéresse notre client. Que notre client soit entre parenthèses un client business ou un client ONG, etc. Donc ici, on a monsieur client, justement, quel type de visualisation il voudrait. Il voudrait des données qui soient faciles à comprendre. Quand quelqu'un regarde les données que vous avez montrées, il devrait pouvoir comprendre des choses qui l'intéressent très rapidement. Il
faut que vos graphiques soient riches en informations. Cela veut dire qu'il ne devrait y avoir aucune information inutile. Il devrait y avoir assez d'infos sur vos tableaux pour que les gens puissent s'en servir, donc les tableaux de bord, hein, pour prendre des décisions. Il faut que ça soit clair et transparent. Les graphiques peuvent être utilisés pour mentir. On peut manipuler en fait, l'interprétation. Il est simple d'oublier des mots ou d'échanger les axes pour montrer une version faussée de la vérité. Donc il ne faut absolument pas faire ça. Il faut que notre codification soit familière. La personne qui lit notre tableau de bord devrait pouvoir rapidement reconnaître le type de graphique et comprendre les infos qu'on essaie de montrer. Il faut que ça soit cohérent, hein, c'est vraiment le mot-clé. Si on codifie de la même façon les choses, les graphiques deviendront familiers, les gens les liront un peu comme des panneaux de signalisation, ils comprendront tout très vite, alors que si on change d'une page à un autre dashboard, notre tableau de bord, ça risque de poser des problèmes de compréhension. Donc en résumé, Monsieur Client, il veut justement que nos KPI et nos graphiques soient compréhensibles, ça c'est normal, et actionnables, a priori. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut que notre tableau de bord et nos graphiques soient pertinents, riches en informations, il faut que ça soit clair, il faut qu'il y ait une confiance dans les données, il faut que ça soit fonctionnel et bien étiqueté, il faut qu'on puisse avoir des capacités d'abstraction, c'est-à-dire qu'en gros on peut comprendre très rapidement les données et réfléchir à une stratégie globale, il faut que ça soit familier et cohérent. Par contre, il ne veut pas de l'originalité, c'est pas ce qu'il cherche, hein, c'est pas sa fonction, c'est pas la fonction principale d'un tableau de bord. Il ne faut pas qu'on utilise des graphiques de type figuratif ou décoratif, et il ne faut pas qu'on fasse des graphiques un peu légers, qui soient un peu triviaux, justement pour dire qu'on a fait de l'originalité. On va s'intéresser à des concepts d'UI et d'UX pour le dashboarding. Alors qu'est-ce que c'est que l'UX? On parle en anglais de User Experience, donc de l'expérience utilisateur. On peut résumer l'UX au confort. Les grands principes généraux de l'UX, c'est tout d'abord, il y a des caractéristiques objectives d'un produit, et il y a des caractéristiques subjectives, c'est-à-dire le ressenti par le client. Et les caractéristiques objectives, c'est que en gros, tout ce qu'on construit, ici on parle plutôt ici de tableau de bord, il faut que notre tableau de bord soit fonctionnel, il faut qu'on puisse se baser correctement là-dessus, il faut qu'il soit évidemment bien utilisable. Ça, c'est les caractéristiques objectives. Après, il faut réfléchir aussi aux caractéristiques subjectives, donc en lien avec le ressenti de l'utilisateur final. Il faut que ça soit agréable pour lui, et il faut qu'à la fin, ça lui permette d'avoir de l'info éclairée pour qu'il puisse prendre des décisions. Alors, quelques principes de l'UX, il y a la hiérarchie d'informations. L'idée, c'est d'organiser les éléments du dashboard de manière à ce que l'information cruciale soit facilement repérable. Il faut avoir une navigation intuitive, s'assurer que la navigation entre les différentes sections du dashboard soit le plus intuitif possible avec des liens clairs. Il faut que ce soit significatif. L'idée ici est de veiller à ce que chaque interaction soit pertinente et apporte une plus-value à l'utilisateur et une réactivité. Il faut garantir que le dashboard s'adapte de manière fluide à différentes tailles d'écran. On va penser aussi à ce qu'on appelle à l'UI, donc à l'User Interface, donc l'interface utilisateur. Il y a des grands principes de l'UI. On va en parler ici de 6 grands principes. Il y a tout d'abord la taille. Il faut utiliser la taille pour indiquer l'importance ou la hiérarchie des éléments. Les éléments les plus importants peuvent être représentés par des tailles plus grandes. En termes de couleur, il faut utiliser la couleur de manière significative pour coder l'information. En général, le vert va permettre de mettre en évidence les éléments positifs et le rouge va mettre en évidence les éléments négatifs. Donc, vous pouvez aussi vous référer à ce qu'on appelle à la psychologie des couleurs, c'est-à-dire qu'en général, les couleurs, c'est très utilisé dans le domaine artistique, vont évoquer des émotions particulières. Le bleu, c'est plutôt une couleur froide, calme. Le rouge est une couleur de danger. C'est pour ça qu'on l'utilise très souvent dans les panneaux signalétiques. Il faut éviter aussi une palette trop complexe de couleurs et s'assurer que les couleurs choisies soient facilement distinguables. En termes de contraste, il faut créer un contraste visuel entre les éléments pour améliorer la lisibilité. Un bon contraste va permettre de différencier clairement les éléments importants. Il y a aussi les principes d'espace. Utiliser l'espace judicieusement pour éviter la surcharge visuelle. Un espacement adéquat entre les éléments va faciliter la lecture et la compréhension. En termes de symétrie, on peut appliquer la symétrie de manière équilibrée pour créer une esthétique agréable, s'assurer que la symétrie n'entrave pas la compréhension des données, et des fois on peut briser tout simplement la symétrie pour mettre en évidence des graphiques qui sont plus importants que les autres. En termes de proximité, on va regrouper visuellement les éléments
liés en les plaçant à proximité les uns des autres, donc ceux qui font partie de la même famille thématique, autant les regrouper dans un même espace sur notre dashboard. Cela va faciliter l'association mentale des informations connexes. Quelques erreurs courantes du dashboarding. Tout d'abord, 3 raisons principales. C'est la mauvaise orientation du graphique, un choix incorrect de type de graphique, une sous-utilisation des graphiques avancés pour présenter les écarts et autres catégories de données importantes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous voyez sur le graphique à droite avec les textes qui est écrit en diagonale. Donc on ne voit pas ce qui est écrit, mais si je devais le voir en gros, je devrais tourner ma tête comme ça vers la gauche pour pouvoir lire correctement le texte. C'est très, très inconfortable. En termes de règles essentielles, si les étiquettes sont affichées en diagonale, quelque chose ne va pas avec le graphique, c'est ce qu'on a dit, ce qui va rendre la lecture difficile. La solution, c'est orienter correctement le graphique en le tournant peut-être de 90 degrés et s'assurer une lisibilité améliorée. Conseil simple, comme on l'a dit, pour le temps, jour, semaine, mois, utiliser un axe horizontal. Pour tout le reste, pays, produits, canaux de vente, etc., plutôt utiliser et favoriser un axe vertical. Les mauvaises annotations, c'est très important, c'est de mettre soit pas d'annotation, soit de mettre les mauvaises annotations. Donc déjà, dans un dashboard, ne pas mettre des annotations flottantes, c'est-à-dire utiliser la souris pour avoir une information qui apparaît en face de vous. Il faut penser à son dashboard. L'avantage du dashboard, c'est qu'il est interactif, mais il faut aussi penser qu'un dashboard peut être aussi, on peut l'imprimer, et donc il faut que l'information soit directement sur votre dashboard, sur vos différents graphiques. Il faut éviter les annotations superflues, éviter le trop-plein d'informations et les annotations. Pas d'annotation comme on l'a dit en diagonale, quelques conseils simples. Utiliser des formats courts de date et d'heure, par exemple pour le mois de mars on va utiliser 3, pour décembre on va utiliser 12, ou des abréviations s'il en faut. Sur un dashboard, le problème ça peut être d'avoir beaucoup trop de filtres, donc avoir un bon ratio entre les filtres et les graphiques. Les filtres ne peuvent pas prendre autant de place que le graphique à l'écran, on le voit sur la droite, vous voyez qu'on a plein de filtres possibles. Et ici, les filtres prennent quasiment la moitié de la page, ce qui est trop évidemment en termes de données, en termes d'accès à la donnée. Il faut penser aussi à la liberté contrôlée, choisir les filtres à l'avance avec des pré-paramétrages pour ne pas créer de la frustration de la décision. Et on peut aussi penser à la règle des 3 clics. L'idée c'est que toute information doit être récupérable en moins de 3 clics. Avoir des couleurs incohérentes, et on l'a dit, la cohérence est vraiment la clé. Il faut avoir une cohérence interne et globale. Pensez à la cohérence interne à chaque graphique et à la cohérence globale. Donc, si on utilise un code couleur spécifique, par exemple pour un pays, il faut garder ce même code couleur. Sinon, on l'a dit, on risque de perdre la lisibilité sur son dashboard. Éviter l'abus de couleurs, ça peut créer un inconfort visuel et un manque de lisibilité. Et respecter la charte visuelle. Une charte visuelle où l'identité du dashboard a été définie à l'origine, doit être justement respectée en s'adaptant à chaque client. Le plus important ici, c'est l'erreur numéro 5, c'est sur un graphique, c'est ne pas mettre en évidence les variations. Notre but, c'est toujours de mettre en évidence ce qui a varié, c'est-à-dire qu'en gros, le chiffre d'affaires entre l'année en cours et l'année précédente va voir est-ce qu'on a augmenté, est-ce qu'on a diminué, est-ce que ce qu'on voit sur la droite, vous voyez qu'on a des symboles en rouge et en vert, justement, quand c'est en rouge, c'est que ça a diminué, quand c'est en vert, c'est que ça a augmenté. Donc on va utiliser, pour le coup, justement des taux de variation pour mettre en évidence ceci. La mise en page peut être confuse, donc il faut avoir une cohérence de chaque page. Une page doit être équivalente à un thème, donc on peut avoir un thème logistique, une page ça va être logistique, une page va être finance, une autre page va être vente, etc. Et s'il y a trop de graphiques sur une page, autant créer des sous-thèmes dans une autre page. Sur le sens de lecture, donc on lit nous de gauche à droite de façon occidentale et de haut en bas. Donc en gros, on doit avoir une disposition des graphiques qui doit être logique et réfléchie. Chaque graphique existe à la fois de façon autonome, mais aussi comme faisant partie d'un tout cohérent. Donc ce qui est tout en haut à gauche, ça va être ce qui est le plus important, et ce qui va être tout en bas à droite, ce qui est relativement moins important par rapport aux autres graphiques. Il faut penser aussi à aérer ces pages. Chaque page doit respirer pour créer un confort de lecture. Vous voyez que le dashboard qu'on a à droite est un peu trop plein, tout est un peu trop collé, et donc on ne respire pas. Erreur numéro 7, c'est ne pas mettre les graphiques à l'échelle. On peut avoir ici, on le voit sur la gauche, plein de graphiques qui sont en fait qui représentent différentes choses, qui n'ont pas du tout la même échelle. On a des graphiques qui sont en millions, d'autres qui sont en milliers. Donc ça peut induire une fausse lecture. L'idée c'est de mettre tous les graphiques à la même échelle, justement.
Ça fait comprendre inconsciemment qu'ils sont équivalents en proportion. On ne risque pas de tromper la lecture du client. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un prochain cours.